Bonjour à toutes et à tous. Si la gestion de la qualité est un sujet qui vous parle, que ce soit pour un examen à venir ou simplement pour monter en compétences, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau essentiel, les 4 grands piliers de la qualité totale. C'est parti! Bon, la première question qu'on va se poser, c'est quoi, au fond, la qualité totale? On entend ce terme partout, mais attention, ce n'est pas juste un mot à la mode, hein. C'est bien plus que ça. C'est un véritable objectif stratégique qui repose sur un alignement parfait entre plusieurs éléments vraiment clés. Alors, voilà le truc. On atteint la qualité totale quand 4 dimensions sont parfaitement alignées. Pensez-y comme ça. Il y a ce que le client attend, ce que l'entreprise prépare en réponse, ce qu'elle fournit réellement, et pour finir, ce que le client ressent à la fin. Tout le jeu, et c'est là que ça se complique, c'est d'éviter les décalages, les fameux écarts qui peuvent apparaître entre chacune de ces étapes. C'est là que tout peut dérailler. Ok, voilà le plan de match. On va décortiquer ces 4 visages de la qualité un par un. On parlera de la qualité attendue, puis de la qualité conçue, ensuite de la délivrée, et on terminera avec la qualité perçue. C'est vraiment la structure de base à maîtriser. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le premier pilier. Et il faut bien comprendre que tout, absolument tout, commence ici. On parle de la qualité attendue, autrement dit, les besoins du client. C'est la fondation de tout le reste. Donc la qualité attendue, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout ce qu'un client a dans la tête quand il pense à un produit ou un service. Ça inclut ses besoins évidents, ceux qu'il exprime clairement, mais aussi, et c'est très important, tout ce qui est implicite, tout ce qu'il ne dit pas mais qu'il espère quand même. Évidemment, pour aller chercher ces attentes, on ne navigue pas à vue. Il y a toute une boîte à outils. Pensez aux études de marché pour sentir le pouls des tendances, ou encore à la segmentation pour savoir à qui on s'adresse précisément. On a aussi l'analyse des ventes, super utile pour voir ce qui marche déjà, et bien sûr, les fameuses enquêtes auprès des clients. Bon, on a identifié les attentes, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'intervient la deuxième étape, le deuxième pilier, la qualité conçue. C'est le moment de créer les standards. La qualité conçue, c'est en quelque sorte la réponse de l'entreprise sur le papier. C'est le moment où on traduit les désirs du client en quelque chose de concret. Des procédures, des recettes, des cahiers des charges. C'est le plan d'action interne, si vous voulez. C'est la promesse qu'on se fait à soi-même pour satisfaire le client. Regardez cette image, elle est parfaite pour illustrer ça. C'est exactement ce passage d'un standard, d'une simple recette écrite, à une assiette, à un plat parfaitement exécuté. C'est la théorie qui devient réalité. Et pour construire ce plan, les outils sont là aussi très très concrets. Il y a le benchmarking, pour voir ce que font les meilleurs et s'en inspirer. Il y a les fameux CCTP, les cahiers des charges techniques, qui sont ultra détaillés. On a bien sûr les fiches recettes, les guides de grammage, pour que chaque portion soit identique, et évidemment les plans de maîtrise sanitaire. Et justement, jetez un œil à cet extrait de CCTP. C'est fou le niveau de détail, non? On parle de la catégorie minimale pour le bœuf, de la composition exacte du ketchup, jusqu'à dire qu'il ne doit pas y avoir d'agent de structure autre que le concentré de tomate lui-même. C'est ça, la qualité conçue. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Alors, avoir un super plan, c'est une chose, mais l'exécuter, c'en est une autre. Et c'est précisément ici qu'on rencontre souvent le premier grand danger, le premier grand écart. C'est le fossé qui peut se creuser entre ce qu'on a prévu et ce qu'on fait réellement. C'est le choc entre la théorie et la réalité du terrain. La qualité délivrée, c'est simple, c'est le produit fini. C'est ce qui sort de la cuisine, ce qui quitte l'usine, ce que le client va avoir entre les mains. C'est le résultat tangible de tout le processus. Et comment on s'assure que ce qu'on a produit correspond bien au plan? Eh bien, encore une fois, on a des outils pour ça. Des outils de contrôle cette fois. Ça peut être des tests organoleptiques, comme des dégustations, des observations directes par les équipes, des autocontrôles, des audits et des contrôles de rendement qui sont très importants. Regardez cet exemple de contrôle de rendement sur du saumon. C'est très parlant. On part d'un poids brut de 2 kg. On regarde ce qui reste après préparation, donc on calcule la perte, ici 20%. Et à partir de là, on sait combien de portions on peut faire et surtout à quel coût de revient. On voit bien ici que le contrôle qualité, ce n'est pas juste une question de goût, c'est aussi directement lié à la rentabilité. C'est exactement ça que l'image montre. Chaque gramme a son importance. Un bon portionnement, c'est la garantie de 2 choses. D'abord, une expérience constante pour le client. Et ensuite, une maîtrise parfaite des coûts pour l'entreprise. C'est un point d'équilibre fondamental. Maintenant, imaginons qu'il y ait un problème, un défaut. La polenta est cassée. Comment on fait pour trouver la vraie cause? Il y a une méthode géniale pour ça, toute simple, les 5 pourquoi. On se pose la question, encore et encore. Pourquoi est-elle cassée? Parce que je l'ai déplacée avec une poêle. Ok, mais pourquoi? Parce que le four était occupé. Et en creusant, on arrive à la cause racine. Le planning de production n'avait pas été bien pensé.
c'est super efficace. On arrive au bout du chemin, au dernier pilier. Et celui-là, c'est le juge de paix, la qualité perçue. C'est le verdict final, celui du client. Et c'est là qu'on peut découvrir le deuxième grand écart, peut-être le plus dangereux, le décalage entre ce que l'entreprise croit voir bien fait et ce que le client a vraiment vécu. Parce que la qualité perçue, c'est totalement personnel, c'est subjectif, c'est l'expérience du client et uniquement la sienne. Vous pouvez avoir coché toutes les cases, suivi tous vos standards à la lettre. Si au final, le client repart avec une mauvaise impression, alors l'objectif de qualité totale est raté. C'est aussi simple que ça. Et cette image le montre très bien. La qualité perçue, ça dépasse de loin ce qu'il y a dans l'assiette. C'est l'ambiance du lieu, c'est le sourire de la personne qui sert, c'est la propreté, c'est un tout. C'est l'ensemble de l'expérience qui va forger le souvenir du client. Et pour mesurer quelque chose aussi subjectif, comment on fait ? Là encore, des outils existent. On a les fameux clients mystères, les enquêtes de satisfaction classiques, mais il faut aussi écouter ce que disent les équipes qui sont en contact direct des clients. Et aujourd'hui, bien sûr, il est absolument crucial de surveiller les réputations, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les sites d'avis. Voilà la diapo à retenir, le résumé parfait, surtout pour un examen. On retrouve nos 4 piliers avec, pour chacun, sa définition et un exemple d'outil clé. De la qualité attendue, qui part des besoins du client et s'appuie sur l'étude de marché, à la qualité perçue, le ressenti final, qu'on mesure avec les enquêtes de satisfaction. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est ça. La qualité totale, c'est un équilibre. Elle n'est possible que lorsque ces 4 piliers sont parfaitement alignés. Imaginez une chaîne. Si un seul maillon est faible, si un seul pilier est décalé, c'est tout l'édifice qui devient bancal. Et on va terminer avec une question pour que vous puissiez y réfléchir de votre côté. De ces 4 piliers qu'on vient de voir, lequel, selon vous, représente le plus grand défi dans votre propre organisation ? La réponse à cette question, bien souvent, elle vous montre exactement où concentrer les efforts. Merci beaucoup de votre attention.